Bonjour à tous, toute l'équipe vous souhaite la bienvenue en tout cas à cette autre édition de la revue Les Grandes Unes. Merci d'être encore des nôtres ce matin. La presse nous propose des sujets aussi intéressants. La nouvelle expression parle de la crise anglophone, attaque simultanée à Kumbo et à Ekok. Ce sont les localités en tout cas des deux régions, du nord-ouest et du sud-ouest. Et comme vous le constatez d'ailleurs dans le journal, la nuit dernière, les terroristes ont d'ailleurs coordonné des attaques dans ces deux régions avec notamment la cible qui n'est autre que les forces de maintien de l'ordre. C'est à découvrir en page 3 du journal. Le même journal parle aussi de l'affaire Bissek, mandat d'arrêt contre les anciens directeurs généraux et donc les exceptions de nullité donc soulevées par les conseils de Pascal Rébillard et bien entendu Paul Mahé ont été battus en brèche au tribunal. C'est ce qu'on lit également dans le journal en page 4. Le journal parle également de la coopération avec le GICAM qui se projette donc à l'international. Ce sont des informations à découvrir dans la nouvelle expression disponible ce matin. L'Aide du Sahel parle donc d'autre chose, de la localité de Kousseri, où on parle de 10 hectares de champs dévastés par les éléphants. C'est à lire en page 3. Le même journal parle aussi de l'affaire Bouba Simala. Le délibéré pour la requête de sursis a statué, prorogé au 20 février 2018. C'est un sujet à lire en page 3. Le même journal parle aussi des ordinateurs de Paul Biya. Notre expert en informatique se prononce sur cette question en page 11 de ce numéro. Alors, toujours dans les kiosques ce matin, on trouve un faux matin qui parle de manipulation, les dessous de la vraie fausse plainte contre Mendiana. D'ailleurs, un faux matin a donc enquêté dans les réseaux de l'interx de l'opinion autour de cette affaire. C'est en page 3. Le journal s'intéresse aussi au concours de beauté avec la gloire et les déboires même des Miss Cameroun. Ce sont des informations à lire. Et aussi, Luc Magoua Malagatanda du commerce, le ministre bien entendu, face à ses collaborateurs lors de la présentation des vœux, a dit qu'il y a bien sûr du travail à faire pour cette année 2018 et que son personnel doit se mettre résolument au travail pour atteindre les objectifs en cette année, l'année qui précède bien entendu l'année 2019 qui va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun. Et puis le soir hebdomadaire parle de l'Union européenne. Voici la liste donc des médicaments contre le paludisme retirés du marché et le journal fait savoir qu'il est prouvé que ces médicaments sont donc à l'origine de l'insuffisance rénale qui déstabilise et même tue les populations au Cameroun. C'est à lire dans ce numéro, disponible aussi dans les kiosques ce matin. Le journal de l'économie, le quotidien, parle donc de quelle offre touristique pour la CAN 2019. Autant de questions, mais le journal qui a mené l'enquête s'est rendu sur certains sites et révèle qu'il y a bien sûr du travail à refaire et pour améliorer les conditions de vie, bien sûr de ceux qui vont arriver et même des Camerounais qui vivent au quotidien, donc avec ces réalités. C'est dans le journal, le dossier à lire donc de la page 4 à la page 5 du quotidien de l'économie. Mutation parle donc de l'école normale des Berthois avec le chantage qui a commencé pour notamment le recrutement de ces étudiants. Les futurs, bien sûr. Et là, il faut un concours. Et le concours a été lancé. Aujourd'hui, il est question que les mêmes conditions soient remplies, c'est-à-dire les conditions qui ont été remplies pour l'université de Marois doivent également être remplies pour l'université de Berthois aussi. C'est ce que dit le journal disponible ce matin. C'est l'école normale de cette école qu'il s'agit, bien sûr, dans le journal. Le messager de ce matin parle également de la fiscalité de base. Pourquoi la baisse du timbre communal? C'est à lire dans le journal en page 3 avec l'analyse, bien sûr, de quelques experts. Et dans ce numéro, le journal parle également des revendications des enseignants qui saisissent Paul Biya, les enseignants du supérieur. Ils veulent qu'il y ait une rationalisation, en tout cas au niveau de ces universités, avoir les mêmes enseignants, les mêmes qualités également dans la plupart de ces écoles de formation universitaire. C'est à découvrir dans le journal. Le messager, le Popoli parle donc avec un zeste d'humour, parle de 9 ingénieurs otages des séparatistes donc dans les régions anglophones. Le colonel blessé a repris donc du service. Il s'agit bien sûr d'Abeng Bozor qui raconte ses déboires dans le journal satirique de ce matin. Émergence s'intéresse à autre chose, parlant de la présidentielle 2018 ou encore une présidentielle au Cameroun. Eto'o-Fils doit-il conquérir Etoudi? C'est une question. On voit d'ailleurs en image Eto'o-Fils avec George Weah qui est désormais président du Libéria aujourd'hui. Donc est-ce qu'il y a des possibilités pour Eto'o-Fils de faire la même chose? Donc 14 experts se prononcent comme tous les vendredis sur cette question dans le journal Émergence de ce matin. Et on parle également du transport, ce secteur aussi ensorcelé. Donc il faut démolir les démons de la catastrophe et des différentes catastrophes d'ailleurs dans
le journal. D'ailleurs, une rencontre d'Edgar Alem Ebengo face à ces transporteurs a permis à ce que beaucoup de choses soient également révélées dans plusieurs secteurs du transport, que ce soit terrestre ou aérien même, du transport maritime aussi. C'est à lire dans le journal l'émergence de ce matin. Le quotidien Le Jour s'intéresse à la Miss Cameroun, le grand déballage, à lire dans le même dossier que propose le journal. Et on parle également de l'attaque du poste de gendarmerie des Coqs dans le sud-ouest. C'est dans le journal Le quotidien Le Jour de ce matin. Cameroun Tribune s'intéresse bien entendu à autre chose, notamment aux préparatifs de la CAN 2019. D'ailleurs, le conseil de cabinet d'hier a permis justement au Premier ministre de prendre des dispositions aussi importantes et rappeler la remobilisation même de ces responsables des commissions qui ont pour charge de mettre à jour plusieurs autres aspects avant, bien entendu, le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2019 au Cameroun. C'est à lire dans le journal Cameroun Tribune de ce matin. Georges Dessemé, bonjour. Bonjour à vous, M. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Merci d'être avec nous. En face de vous, il y a le doyen, le papier de la presse, Camille Nélé, bonjour. Flavien Valondongo, bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Très bien. Mais avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets. Et comme vous le savez d'ailleurs, dans la nouvelle expression à la une de ce journal, on parle bien entendu de cette attaque simultanée à Kumbo et à Eko, qui sont deux localités de deux régions anglophones. Un peu comme si l'insécurité ne s'est pas estompée. Non seulement l'insécurité ne s'est pas estompée, mais ces attaques donnent l'impression que les forces de défense en place n'ont pas mis un dispositif suffisamment efficace pour faire face à ce qui est déjà ce qu'on peut appeler la guérilla. C'est une véritable guérilla qui a cours maintenant dans les deux zones anglophones, du sud-ouest d'abord et maintenant du côté du nord-ouest, avec des gens qui viennent du Nigeria, qui attaquent des villages, qui brûlent des villages, qui arrachent de l'argent et qui tuent même des personnes. Mais quand on fait les comptes, on réalise que les éléments des forces de l'ordre tués depuis le début ne sont que des gendarmes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les brigades de gendarmerie qui sont dans ces zones, qui sont d'ailleurs extrêmement isolées, n'ont pas suffisamment d'éléments. Vous allez trouver une brigade de gendarmerie avec 3, 4, 5 gendarmes, ce qui n'est pas normal sur le plan ordinaire. Mais maintenant, par rapport à la situation d'insécurité qu'il y a, il faudrait non seulement rebooster le personnel des gendarmeries, mais surtout, moi, je pense qu'il faut l'appuyer par des éléments du BIR qui peuvent réagir rapidement. Moi, je pense que de deux choses l'une, ou les décisions sont trop lentement prises par la haute hiérarchie de l'armée, ou alors c'est du laxisme, on s'imagine qu'on ne prend pas suffisamment au sérieux ce qui se passe. J'avais dit l'une de mes dernières interventions qu'on court le risque de voir bientôt des bandes armées commencer à agir, à attaquer les villages. On va toujours dire très anglophone, encore que pour moi c'est un terme inapproprié, parce que c'est la crise sécessionniste. La crise anglophone, c'est ce qu'il y avait au moment où il y avait les avocats, le consortium. Mais on est déjà sorti de la crise anglophone. On est maintenant dans une crise sécessionniste, insurrectionnelle. Alors on se retrouve dans une situation où il y a des gens d'un côté qui attaquent et de l'autre côté des gens qui se défendent. Le Cameroun ne fait que se défendre. Je pense que le Cameroun doit d'abord infiltrer ces mouvements par des modules de renseignement pour pouvoir savoir où ils sont, comment ils fonctionnent. C'est bien possible. Ce n'est pas impossible, puisque les personnes qui sont là, il y a des Camerounais là-dedans, il y a des Nigérians là-dedans, il suffit d'envoyer des agents, aussi bien d'un côté comme de l'autre, pour savoir exactement comment ça se déplace. Ce système est un système banal et ordinaire. Bon, maintenant, il faut surtout avoir des moyens sophistiqués de contre-offensive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un village est attaqué, comme ça a été le cas à Ekok, que dans les 10-15 minutes qui arrivent, que des hélicoptères puissent amener des hommes sur place. On ne peut pas dire que des gens attaquent un village pendant 30-40 minutes, 1 heure, et ensuite prennent le temps de partir. Il faut des moyens rapides d'intervention. Il faut des éléments prêts à agir. Il faut maintenant des stratégies de veille qui puissent permettre aux éléments de faire face. Nous sommes dans une situation de guérilla. La guérilla, comme vous le savez, c'est une guerre asymétrique où les gens ne viennent pas de face. Ils sortent, ils viennent, ils attaquent, ils disparaissent. Je pense que le haut commandement de l'armée, là maintenant, doit aujourd'hui, plus qu'hier, prendre des dispositions pour faire face et même prévenir alors, attaque. Dans la presse, quand même, lorsqu'on parcourt l'article, on observe que ce sont des personnes lourdement armées et peut-être bien formées aussi qui font face, donc qui affrontent l'armée camerounaise. Bien, de cette attaque, je vais tirer 3 constats. D'abord, le premier va concerner l'attaque de la localité des Coqs qui est dans le sud-ouest, parce que jusqu'ici, la région du sud-ouest était relativement épargnée par ces tueries de forces de l'ordre, mais également par les attaques des édifices publics. Mais de plus en plus,
au fur et à mesure que la crise sécessionniste prend de l'ampleur, on observe que cette région subit les assauts de ce que certaines personnes appellent les terroristes. Mais moi, je vais les appeler les rebelles, puisqu'il s'agit bien d'une rébellion anglophone qui est en train de prendre de l'ampleur du côté de ces deux régions anglophones. Le deuxième constat, c'est celui de leur coordination et de leur communication. Je me rends compte qu'après ces deux attaques, il faut tirer la leçon de ce qu'ils sont très bien organisés. Ils utilisent des moyens de communication très bien coordonnés, ce qui fait que ces attaques, qui sont déroulées à la fois à Koumou et Kok, ont été simultanées et bien coordonnées. Et ils ont même eu le temps de fuir et de se replier au Nigeria. Ça me permet de rebondir sur le troisième constat qui est que la coordination entre le Cameroun et le Nigeria ne semble pas bien fonctionner parce qu'on ne saurait comprendre que des personnes quittent les bases arrières qui sont au Nigeria, viennent attaquer au Cameroun, comme l'avait dit l'Odema armé, mais ont quand même également le moyen de retourner au Nigeria. Donc ça veut dire qu'il y a certainement quelque chose qui ne fonctionne pas dans la coordination des actions et des méthodes de guerre ou alors de rapport de transmission entre le Cameroun et le Nigeria. Pour revenir maintenant sur les moyens qui sont déployés sur le terrain par l'armée camerounaise, donc d'éliminer au maximum les forces de maintien de l'ordre. Il s'agit d'une guérilla. Il s'agit des rebelles qui utilisent des méthodes de guérilla, comme l'a dit le doyen. Mais seulement, je pense que le Cameroun a déployé d'énormes moyens militaires sur le terrain en ce qui concerne non seulement le matériel, mais également les hommes. Mais seulement en face, ils ont des personnes qui émettent des attaques sporadiques. Et puis on ne les voit jamais. Ils apparaissent, ils perpétrent des actes lâches, sporadiques, et se replient immédiatement. Donc, en face, l'armée n'a pas un adversaire visible. Donc, c'est une sorte de guerre non conventionnelle qui fait que, quels que soient les moyens dont dispose notre armée, elle ne peut pas juguler le danger, un danger qu'elle ne voit pas. Donc, c'est cet ensemble d'éléments qui me font dire que cette guerre aujourd'hui est partie pour durer encore quelques temps. Très bien. Alors, Camille Nelly, est-ce qu'on s'achemine en tout cas vers ce qu'on a pu observer dans l'extrême nord, avec des gens qui arrivent de manière sporadique, qui attaquent et qui repartent ainsi? Les deux, c'est carrément Non, c'est la guerre asymétrique. C'est-à-dire que vous arrivez, vous envoyez un commando de 2-3 personnes qui arrivent, qui font mal et qui disparaissent. Bon, à l'extrême nord, eux, ils venaient avec des bombes, ils s'explosaient et il n'y a pas de poursuite. Là, maintenant, on a affaire à des gens qui quittent le Nigeria, qui arrivent à bord de moto ou même à pied, qui attaquent des localités, qui attaquent des postes de gendarmerie. On n'a pas encore entendu qu'ils ont attaqué une caserne, des postes de gendarmerie, parce que ces postes sont isolés et disparaissent. Josse m'a dit quelque chose d'important aujourd'hui, c'est la collaboration entre le Cameroun et le Niger. Vous savez comment la rébellion s'est terminée au Tchad? Elle s'est terminée de manière très simple. C'est qu'au Tchad, au moment où les rebelles partaient toujours du sud du Soudan pour venir attaquer le Tchad, Idriss Déby a compris qu'il fallait en finir avec, à travers une collaboration avec le Soudan. Il était très fâché avec Omar El-Béchir, qui lui estimait que Idriss Déby gardait aussi des opposants à N'Djamena. Ils se sont dit que bon, vous m'enlevez Idriss Déby, tu chasses tous mes opposants, moi aussi je chasse les tiens. C'est ce qui a été fait. Omar El-Béchir a demandé à tous les rebelles, ils connaissaient leur base, ils savaient où ils étaient, ils ont dit, je vous donne 48 heures pour partir. Si vous ne partez pas, je vous attaque. Alors moi, je pense que le Niger a les moyens de contrôler ses frontières, de savoir, de localiser ces personnes et de leur dire de partir ou de les attaquer. Je pense que le Niger a le droit d'attaquer des personnes armées qui sont sur son sol et qui mènent des opérations de guerre. Moi, je pense donc qu'il faut davantage que le ministère de la Défense, même sur le plan de la diplomatie, qu'on mette tous les moyens pour éliminer ces personnes qui sont en lisière de nos frontières et leur donner le moyen de les empêcher de continuer à nuire. C'est la seule façon. Mais si on se contente de compter les coups, de compter les cadavres, de compter les gendarmes qui sont tués un jour ou l'autre, ça va arriver jusqu'aux élections et certainement qu'il n'y aura pas d'élections dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et faute d'élections dans ces deux régions, vous savez, vous connaissez, vous pouvez imaginer les conséquences. Moi, je pense que c'est maintenant le moment pour les autorités administratives et militaires de prendre des dispositions pour faire face à cette guérilla et l'éradiquer de façon rapide. Très bien. Alors, donc, c'est un véritable sujet. Je vous invite à lire tout cela dans la nouvelle expression. Georges Semé, vous voulez ajouter? Je voulais juste ajouter que l'attitude du Nigeria face à cette crise sécessionniste est très, très ambiguë par rapport à son attitude en ce qui concerne Boko Haram. Parce que vous savez que les Camerounais ont pu obtenir le droit de poursuite du territoire camerounais vers le territoire nigérien pour traquer Boko Haram. Et on ne comprend pas du tout pourquoi, en ce qui concerne la crise des États anglophones, on n'arrive pas à la même longueur de collaboration. Donc, c'est des éléments qui donnent
matière à réflexion et je crois qu'il est tout à fait important pour le Cameroun d'aller une fois de plus vers les autorités nigérianes et essayer de prendre langue avec les plus hautes autorités politiques et militaires afin que s'il y a lieu d'effectuer un droit de poursuite en ce qui concerne la crise anglophone, que cela soit fait dans la meilleure délai. Mais je sais, mais vous oubliez que le Nigeria ne pouvait que s'impliquer dans le problème Boko Haram, parce que le problème, la problématique Boko Haram, le nœud du problème, c'est Boko Haram au Nigeria, qui est né au Nigeria et qui sévit au Nigeria. Donc le Nigeria avait tout intérêt à collaborer avec le Cameroun pour faire face à cette crise. Mais par contre, nous sommes dans une histoire aujourd'hui où il y a un groupe d'individus qui a décidé de couper une partie du Cameroun et d'en faire son propre pays. Bon, moi je pense que le Nigeria a déjà beaucoup fait en exécutant le mandat d'arrêt international lancé par le Cameroun. Moi je pense qu'on ne peut pas dire que le Nigeria n'a rien fait. Le Nigeria a déjà fait quelque chose. On devrait accorder les mêmes possibilités, comme ce qui est ce fait n'est pas avec une question pour moi. Moi je pense que Boko Haram permettre donc qu'il y ait... Oui, mais Boko Haram est un problème nigéro-nigérien ensuite qui est parti du Nigeria vers le Cameroun. Le Cameroun a subi en réalité les effets collatéraux du phénomène Boko Haram au Nigeria. Mais aujourd'hui, nous avons des rebelles camerounais, comme les appelle Jospin, qui sont au Nigeria et qui attaquent le Cameroun. Alors, qui sont où, carrément? Ils sont plutôt au Nigeria. C'est pour cela que je suis en train de parler d'une nouvelle stratégie entre le Niger et le Cameroun. Vous savez très bien, vous vous souvenez très bien, bon, vous n'étiez certainement pas né, que c'est le Cameroun qui avait empêché que l'état du Biafra, l'état fantomatique du Biafra naisse, puisque le Biafra, c'est un état qui est frontalier au Cameroun. Les Ibo avaient décidé de faire sécession. Et le général de Gaulle, qui soutenait cette guerre, les Français ont soutenu les Biafrais, avait demandé au président Ahidjo de laisser un corridor pour que les armes passent du Cameroun au Nigeria. Le président Ahidjo avait dit qu'au moment où je construis mon pays, je ne peux pas participer au démantèlement de notre pays. Il a refusé. C'est ainsi que le Biafra a perdu la guerre. Le Nigeria s'en souvient. Le Nigeria le sait très bien. Et le Nigeria sait qu'il a cette dette vis-à-vis du Cameroun. Mais moi, je pense que l'effort doit être fait au niveau de la présidence de la République, au niveau des affaires de la diplomatie, pour que ces gens comprennent que ces sécessionnistes qui sont même camerounais, qui sont nigériens, peuvent aussi prêter main forte aux sécessionnistes du Biafra qui, eux, ne sont pas encore complètement endormis. Très bien. Alors, donc, la nouvelle expression parle donc de cette attaque, en tout cas les attaques simultanées à Kumbo et à Ekok. C'est à lire dans le journal en page 3 de la nouvelle expression, justement, et aussi dans le quotidien Le Jour, qui parle de cette attaque du poste de gendarmerie d'Ekok. C'est en page 3 du journal. Alors, autre chose, c'est ce que Cameroun Tribune nous propose ce matin, parlant notamment des préparatifs de la CAN 2019. C'est le Premier ministre, en tout cas, qui sonne la remobilisation, bien entendu, des commissions. On l'a vu au lendemain donc, de la mission qui a séjourné au Cameroun. Il est donc question de tout mettre en œuvre pour que cette CAN soit une réussite parfaite. Vous savez, quand Cameroun Tribune titre remobilisation, ça me fait un tout petit peu peur parce que quand on dit remobilisation, ça veut dire qu'il n'y avait pas du tout mobilisation, il n'y avait pas du tout engouement en ce qui concerne l'organisation de cette CAN. Le Premier ministre a cru opportun lors du premier conseil de cabinet de cette année de remobiliser effectivement ces troupes qu'il a peut-être jugées endormies sur les différents chantiers. Et peut-être c'est une sorte de mauvais rapport qu'il y a eu entre la mission de la CAF qui a séjourné au Cameroun et le gouvernement camerounais, parce que ça s'est juste passé ce conseil de cabinet, c'est vrai qu'il devait se tenir, mais il s'est passé au lendemain de cette visite et sur la table immédiatement c'est le ministre des Sports qui devait venir faire le bilan des préparatifs de la CAN, mais également de donner une sorte de condensé de la visite des inspecteurs de la CAN au Cameroun. C'est vrai aussi qu'on a parlé des PME avec le ministre des PME qui a donné la vision 2018 des PME, la vision 2018 du gouvernement sur les PME. Mais je crois que le dossier principal était celui de la CAN et pour moi le mot remobilisation me fait un tout petit peu peur. Donc ça veut dire qu'à 1 an et demi de la CAN, on est encore à remobiliser les troupes au lieu de rassurer les uns et les autres. Je pense que le doyen pourra dire davantage sur la question. Alors, remobilisation, c'est un mot qui ne va pas, en tout cas, selon bien entendu Georges Semé, mais simplement, on peut observer, on peut constater que c'était... il y avait moins de vérité qui avait été révélée, dites en tout cas à cette mission qui est venue, et surtout que cette mission a fait le tour de ces infrastructures hors de la plupart des médias privés. Je suis heureux que Georges Semé ait pu établir la nuance remobilisation, ce qui veut dire, moi je vais aller un peu plus loin, qu'il y avait démobilisation. Et maintenant, ils étaient peut-être mobilisés à un moment donné, il y a eu démobilisation, et maintenant il y a eu remobilisation. Donc moi je pense que ce sont les Camerounais. Vous savez très bien que le Cameroun sait qu'il a l'organisation de la Coupe d'Afrique depuis 4 ans.
Depuis 4 ans, les gens n'étaient pas pressés du tout. Les gens se tournaient des pouces, les gens attendaient le dernier moment pour pouvoir tirer le maximum de bénéfices, attendaient le dernier moment pour procéder, pour pousser le président de la République à prendre des mesures d'urgence. Ils ont pratiquement failli réussir leur coup. Aujourd'hui, on se retrouve avec un Premier ministre qui semble se réveiller, qui donne l'impression de se réveiller d'un sommeil quand il a vu la commission de la CAF arriver ici et lui-même réaliser que, mais dis non, à ce rythme-là, ça ne va pas. Maintenant, il les appelle, il leur dit, vous avez vu ce qui se passe, vous avez vu ce que vous n'avez pas encore fait, vous avez vu ceci, alors que tout le monde devait être fouillé au moulin depuis le moment où l'organisation de cette coupe avait été confiée au Cameroun. Le danger aujourd'hui, c'est que effectivement, il a peur qu'à la prochaine visite de cette commission, que les choses n'avancent pas beaucoup. C'est pour ça qu'il sonne le tocsin. Il parle de remobilisation, en tout cas. Moi, je pense qu'il fallait dire, il sonne la mobilisation. C'est la mobilisation parce que les ministres n'ont jamais été mobilisés. Maintenant, il sonne la mobilisation. Il demande à chacun de prendre ses responsabilités, et même jusqu'au ministre du Tourisme, parce que j'ai lu quelque part que le ministre du Tourisme lui-même est en train de s'arranger pour essayer de voir la touche personnelle qu'il pourra mettre non seulement dans les sites touristiques, mais dans le reste. Non, il est en train de mobiliser le gouvernement, mais il mobilise le gouvernement moins d'1 an avant l'organisation de cette coupe. C'est un peu juste. Très bien. Alors, donc, on peut lire tout cela dans le quotidien Cameroun Tribune, qui parle de remobilisation. En tout cas, on voulait évoquer par le Premier ministre. C'est l'un des aspects importants de ce conseil de cabinet, le tout premier de l'année 2018. Et alors, autre chose, on va parler d'émergence qui pose une question après l'investiture de Georges Ponouéa, qui se demande si Etofis peut conquérir Etoudi. Bien, c'est un titre assez opportuniste de nos confrères d'émergence qui ont fait un rapport avec l'accession à la magistrature suprême de Georges Weah en tant que président du Libéria et la possibilité pour une grande gloire camerounaise de faire comme lui. On aurait pu parler de Roger Mila, mais ils ont choisi de parler de Samuel Eto'o. Je pense que si le sujet est opportun, il est un peu décalé en ce qui concerne les deux personnes parce que Georges Ponouéa, c'est quand même quelqu'un qui a déjà roulé sa bosse en politique. Il s'est présenté en tant que sénateur, il a été élu sénateur et il a, je crois, eu une représentation malencontreuse aux élections présidentielles où il a été battu par Hélène Johnson Sirleaf. Mais en ce qui concerne Samuel Eto'o, c'est vrai, il a la popularité de Georges Weah. Il a peut-être l'argent de Georges Weah également, mais en ce qui concerne la chose politique, je crois qu'il est tout à fait néophyte. Et de là à le comparer à Georges Weah, il y a un gros fossé. Mais le sujet est opportun. Et pourquoi pas au Cameroun, pourquoi ne verrons-nous pas au Cameroun un certain Roger Mila, président de la République, ou alors un Samuel Eto'o, président de la République? Ça ferait toujours plaisir. Ça fait quand même, ça devient sensible lorsqu'on parle de la présidentielle, d'Etoudi, en tout cas, une quelconque candidature en ce moment. Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Bon, si on veut comparer Samuel Eto'o à Georges Weah, je ne sais pas. Le débat est-il opportun? Je ne sais pas, parce que Georges Semé l'a rappelé. Georges Weah a d'abord eu un parcours politique. Il a été élu, il est sénateur, c'est un sénateur, comme ça se voit dans beaucoup de pays. On a d'abord eu une distinction, un cheminement politique. Samuel Eto'o fils, c'est vrai, il est populaire, c'est vrai, il est célèbre, c'est vrai, les Camerounais l'aiment bien, mais ce journal, dans son débat, est peut-être en train de vouloir donner l'idée à Samuel Eto'o de commencer. C'est susciter la petite politique en Samuel Eto'o, de commencer à se préparer. Mais moi, je dis que, bon, entre les deux hommes, il y a tout de même pas seulement un fossé, mais un véritable ravin. Donc, laisser Samuel Eto'o là où il est, donner-lui des idées. Bon, de toute façon, il aura le temps d'apprécier. Il aura le temps surtout d'apprécier les avis des uns et des autres. Très bien. Il y a d'ailleurs 14 experts qui parlent, ou tout au moins commentent ce volet, parce qu'on parle donc de cette question de Samuel Eto'o fils qui peut. Est-ce qu'il peut conquérir Etoudi? Les 14 experts se prononcent sur cette question. C'est dans Émergence de ce matin. Alors, nous allons revenir dans la nouvelle expression qui parle de l'affaire Bissek, mandat d'arrêt contre les anciens directeurs généraux, avec bien entendu tout ce qui a été fait lors de la dernière audience. On observe que non seulement les avocats de ces personnes indexées ont carrément jeté l'éponge et que l'affaire se poursuit et ces derniers qui sont cités par le journal estiment qu'ils n'en sont concernés en rien. Non, mais vous savez, nous, le public est d'ailleurs très très nombreux qui a participé, qui a assisté à cette audience du tribunal de grande instance de Douala, a entendu, a vu les avocats de ces deux directeurs généraux
faire du super juridisme en disant que non, écoutez, vous ne pouvez pas appliquer votre mandat international parce que nos clients ne sont pas informés. Nos clients ne sont pas informés alors qu'eux-mêmes sont là. Leur seule présence explique, déduit que les clients soient informés. Non, ils ont voulu jouer un peu avec les mots, mais en réalité, cette procédure est en train d'avancer à la vitesse de la tortue, certes, mais elle avance, parce qu'il était important et tout le monde a demandé, et l'instruction elle-même étant close, sans qu'il y ait eu audition de ces deux précédents directeurs généraux, laisse un énorme trou noir dans cette affaire, où on doit savoir exactement qui a fait quoi, comment ça s'est passé, et comment pendant plus de 15 ans, il a été possible que ce trou béant puisse se retrouver dans la BICEC. Vous ne pouvez pas avoir été directeur général et surtout banquier de haut vol, recommandé par Paris, vous qui avez géré la BICEC pendant des années, pendant 3, 4, 5, 6 ans, 4, 5, 6 ans sans que vous n'ayez pu voir qu'il y a un truc aussi bien. Aujourd'hui, les avocats tentent de laisser les Camerounais face à leurs propres problèmes, face à leurs propres banques, mais en réalité, pour mieux comprendre cette affaire et pour permettre à la justice de tirer toutes les leçons et d'avoir une conviction vraiment juste sur les tenants et les aboutissants de cette affaire, il fallait absolument que ces deux anciens directeurs généraux comparaissent. Mais tant qu'ils ne comparaissent pas, ça laisse un vide et les juges vont devoir se trouver dans la situation du doute. Et vous savez très bien que quand on est dans une situation de doute, il faut que les magistrats eux-mêmes soient des personnes irréprochables qui, dans le doute, devraient bien s'abstenir à balancer des condamnations extrêmes. Georges Semé, est-ce que le mandat d'arrêt, en tout cas évoqué par la nouvelle expression ce matin, est-il possible? Oui, bien sûr. En droit, il y a plusieurs procédures qui permettent soit d'auditionner ou alors d'interpeller les personnes qui ne sont pas sur les territoires des faits qu'ils ont commis. En ce qui concerne la BICEC, il s'agit de 2 Français qui ont quitté le territoire avant qu'on ait arrêté leurs anciens collègues camerounais. Mais le droit permet qu'on effectue des commissions rogatoires, qu'on les entende où ils sont, ou alors qu'on lance des mandats d'arrêt internationaux qui soient arrêtés et qui viennent comparaître sur place. Malheureusement, j'ai comme l'impression que dans ce procès, la diplomatie freine un peu le bon déroulement de la chose, parce que on ne saurait comprendre pourquoi, dans cette affaire, il n'y a que 2 hauts dirigeants de cette entreprise camerounais qui soient mis en prison, et pourtant il y a eu 2 directeurs généraux français qui seraient quand même comptables de la gestion à la même époque où ces 2 Camerounais étaient en poste. On a besoin de savoir. Donc il est très important que ces mandats d'arrêt soient exécutés, ou alors que des commissions rogatoires soient lancées du Cameroun vers la France, afin que ces 2 hommes viennent clarifier toute la situation, mais aussi décanter par là même ce dossier qui est aujourd'hui bloqué. Donc je crois que c'est très très important que ce mandat d'arrêt ait été lancé, mais il faut que la diplomatie laisse un peu le temps à la justice d'avoir libre cours afin que toute la vérité soit dite sur l'affaire BICEC. Alors, nous sortons de l'émission Camille Nelly. Oui, je viens de dire quelque chose de très, très important. Pourquoi, depuis le début de cette affaire, il n'y a pas une commission rogatoire qui a été initiée pour pouvoir entendre ces 2 ex-dirigeants de la BICEC là où ils se trouvent? Ça existe. Il existe on appelle ça des accords judiciaires entre le Cameroun et la France. Et moi, je pense que dans le cas d'espèce, la commission rogatoire devait être mise en place depuis très, très longtemps. Pourquoi avoir plutôt choisi le mandat d'arrêt international alors que des magistrats camerounais et des officiers de police judiciaire camerounais pouvaient aller retrouver ces gens, les interroger et revenir compléter le dossier? C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit que dans ce dossier, on est certainement en train de noyer le poisson depuis au moins 3-4 ans. Et en tout temps, ce sont les Camerounais qui sont incarcérés. Donc, alors, c'est à lire dans le journal. L'affaire est contenue en page 4 de la nouvelle expression de ce matin. Et combien d'autres journaux, combien d'autres informations aussi, chers messieurs, je vous envoie faire un tour dans les kiosques en même temps que les téléspectateurs. Merci, bon retour à vos différentes rédactions. Je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end et à lundi, juste après le journal de 9h.